Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 16, suite. Affreux, ils ne le trouvent pas tel, eux, au contraire, il leur plaît. Il est léger, il est d'une simplicité enfantine, pas d'effort excessif de l'esprit ni des muscles. 7 heures et demie d'un travail léger, nullement épuisant, et ensuite la ration de soma, les sports, la copulation sans restriction, et le cinéma sans temps. Que pourrait-il demander de plus? Certes, ajouta-t-il, il pourrait demander une journée de travail plus courte, et bien entendu, nous pourrions la leur donner. Techniquement, il serait parfaitement simple de réduire à 3 ou 4 heures la journée de travail des castes inférieures. Mais en serait-elle plus heureuse? Non, nullement. L'expérience a été tentée, il y a plus d'un siècle et demi. Toute l'Irlande fut mise au régime de la journée de 4 heures. Quel en fut le résultat? Des troubles et un accroissement considérable de la consommation de soma, voilà tout. Ces 3 heures et demie de loisirs supplémentaires furent si éloignés d'être une source de bonheur que les gens se voyaient obligés de s'en évader en congé. Le bureau des inventions regorge de plans de dispositifs destinés à faire des économies de main-d'œuvre. Il y en a des milliers. Mustapha Meunier fit un geste large. Et pourquoi ne les mettons-nous pas à exécution, pour le bien des travailleurs? Ce serait cruauté pure de leur infliger des loisirs excessifs. Il en est de même de l'agriculture. Nous pourrions fabriquer, par synthèse, la moindre parcelle de nos aliments, si nous le voulions. Mais nous ne le faisons pas. Nous préférons garder à la terre un tiers de la population, pour leur propre bien, parce qu'il faut plus longtemps pour obtenir des aliments à partir de la terre qu'à partir d'une usine. D'ailleurs, il nous faut songer à notre stabilité. Nous ne voulons pas changer. Tout changement est une menace pour la stabilité. C'est là une autre raison pour que nous soyons si peu enclins à utiliser des inventions nouvelles. Toute découverte de la science pure est subversive en puissance. Toute science doit parfois être traitée comme un ennemi possible. Oui, même la science. La science. Le sauvage fronça les sourcils. Il connaissait ce mot, mais ce qu'il signifiait au juste, John n'eût pas su le dire. Shakespeare et les vieillards du Pueblo n'avaient jamais fait mention de la science, et de Linda il n'avait reçu que les indications les plus vagues. La science, c'est quelque chose dont on fait les hélicoptères, quelque chose qui fait que l'on se moque des danses du blé, quelque chose qui vous empêche d'avoir des rides et de perdre vos dents. Il fit un effort désespéré pour saisir ce que voulait dire l'administrateur. Oui, disait Mustapha Meunier, c'est là un autre article au passif de la stabilité. Ce n'est pas seulement l'art qui est incompatible avec le bonheur, il y a aussi la science. La science est dangereuse. Nous sommes obligés de la tenir bien soigneusement enchaînée et muselée. Comment, dit Helmholtz étonné. Mais nous répétons constamment que la science est tout au monde. C'est un truisme hypnopédique. 3 fois par semaine, de 13 à 17 ans, contribua Bernard. Et toute la propagande scientifique que nous effectuons au collège. Oui, mais quelle espèce de science? Demanda sarcastiquement Mustapha Meunier. Vous n'avez pas reçu de culture scientifique, de sorte que vous ne pouvez pas en juger. Moi, j'étais assez bon physicien de mon temps. Trop bon, suffisamment bon pour me rendre compte que toute notre science est tout simplement un livre de cuisine, avec une théorie orthodoxe de l'art culinaire que personne n'a le droit de mettre en doute, et une liste de recettes auxquelles il ne faut rien ajouter, sauf par permission spéciale du premier chef. C'est moi le premier chef à présent. Mais il fut un temps où j'étais un jeune marmiton, plein de curiosité. Je me mis à faire un peu de cuisine à ma manière, de la cuisine hétérodoxe, de la cuisine illicite. Un peu de science véritable, en somme. Il se tut. Qu'arriva-t-il? Demanda Helmholtz Watson. L'administrateur soupira. À peu de choses près ce qui va vous arriver, à vous autres jeunes gens. J'ai été sur le point d'être envoyé dans une île.
Ces paroles galvanisèrent Bernard, chez qui elles suscitèrent une activité violente et déplacée. M'envoyer dans une île, moi? Il se mit debout d'un bond, traversa la pièce en courant et se campa en gesticulant devant l'administrateur. Vous ne pouvez pas m'y envoyer, moi. Je n'ai rien fait. Ce sont les autres. Je jure que ce sont les autres. Il désigna d'un doigt accusateur Helmholtz et le sauvage. Oh, je vous en prie, ne m'envoyez pas en Islande. Je promets de faire ce que j'ai à faire. Accordez-moi encore une chance de réussir. Je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Les larmes commencèrent à couler. C'est leur faute, je vous le dis, sanglota-t-il. Et pas en Islande. Oh, je vous en prie, votre forderie, je vous en prie. Et dans un paroxysme de basse humilité, il se jeta à genoux devant l'administrateur. Mustapha Meunier tenta de le faire relever, mais Bernard persista dans son agenouillement. Le flot de paroles se déversa inépuisablement. En fin de compte, l'administrateur fut obligé de sonner pour appeler son quatrième secrétaire. Amenez-moi 3 hommes, ordonna-t-il, et conduisez M. Marx dans une chambre à coucher. Donnez-lui une bonne vaporisation de soma, et mettez-le ensuite au lit, et laissez-le seul. Le quatrième secrétaire sortit et revint avec 3 laquais jumeaux en uniforme vert. Ils emmenèrent Bernard, toujours criant et sanglotant. On dirait qu'on va l'égorger, dit l'administrateur, comme la porte se refermait, tandis que s'il avait le moindre bon sens, il comprendrait que sa punition est en réalité une récompense. On l'envoie dans une île, c'est-à-dire qu'on l'envoie dans un lieu où il frira avec la société la plus intéressante d'hommes et de femmes qui se puisse trouver nulle part au monde. Tous les gens qui, pour une raison ou une autre, ont trop individuellement pris conscience de leur moi pour pouvoir s'adapter à la vie en commun. Tous les gens que ne satisfait pas l'orthodoxie, qui ont des idées indépendantes bien à eux. Tous ceux, en un mot, qui sont quelqu'un. C'est tout juste si je ne vous envie pas, monsieur Watson. Helmholtz se mit à rire. Alors pourquoi n'êtes-vous pas vous-même dans une île? Parce que, en fin de compte, j'ai préféré ceci, répondit l'administrateur. On me donna le choix d'être envoyé dans une île, où j'aurais pu continuer mes études de sciences pures, ou bien être admis au Conseil suprême, avec la perspective d'être promu en temps utile à un poste d'administrateur. J'ai choisi ceci et lâché la science. Au bout d'un petit silence. Parfois, ajouta-t-il, je me prends à regretter la science. Le bonheur est un maître exigeant, surtout le bonheur d'autrui. Un maître beaucoup plus exigeant si l'on n'est pas conditionné pour l'accepter sans poser de questions, que la vérité. Il soupira, retomba dans le silence, puis reprit d'un ton plus vif. Enfin, le devoir est le devoir. On ne peut pas consulter ses préférences personnelles. Je m'intéresse à la vérité, j'aime la science, mais la vérité est une menace. La science est un danger public. Elle est aussi dangereuse qu'elle a été bienfaisante. Elle nous a donné l'équilibre le plus stable que l'histoire ait enregistré. Celui de la Chine était en comparaison désespérément peu sûr. Les matriarcats primitifs, même, n'étaient pas plus assurés que nous ne le sommes, grâce, je le répète, à la science. Mais nous ne pouvons pas permettre à la science de défaire le bon travail qu'elle a accompli. Voilà pourquoi nous limitons avec tant de soin le rayon de ses recherches. Voilà pourquoi je faillis être envoyé dans une île. Nous ne lui permettons de s'occuper que des problèmes les plus immédiats du moment. Toute autre recherche sont le plus soigneusement découragées. Il est curieux, reprit-il, après une courte pause, de lire ce qu'on écrivait à l'époque de notre Ford sur le progrès scientifique. On paraissait s'imaginer qu'on pouvait lui permettre de se poursuivre indéfiniment, sans égard à aucune autre chose. Le savoir était le Dieu le plus élevé, la vérité, la valeur suprême. Tout le reste était secondaire et subordonné. Il est vrai que les idées commençaient à se modifier dès cette époque. Notre Ford lui-même fit beaucoup pour enlever à la vérité et à la beauté l'importance qu'on y attachait, et pour l'attacher au confort et au bonheur. La production en masse exigeait ce déplacement. Le bonheur universel maintient les rouages en fonctionnement bien régulier. La vérité et la beauté en sont incapables,
Et bien entendu, chaque fois que les masses se saisissent de la puissance politique, c'était le bonheur, plutôt que la vérité et la beauté qui étaient importants. Néanmoins, et en dépit de tout, les recherches scientifiques sans restriction étaient encore autorisées. On continuait toujours à parler de la vérité et de la beauté comme si c'étaient là des biens souverains. Jusqu'à l'époque de la guerre de 9 ans, cela les fit chanter sur notre ton. Je vous en fiche mon billet. Quelles selles ont la vérité ou la beauté quand les bombes à anthrax éclatent tout autour de vous? C'est alors que la science commença à être tenue en bride, après la guerre de 9 ans. À ce moment-là, les gens étaient disposés à se compter en bride jusqu'à leur appétit. N'importe quoi, pourvu qu'on pût vivre tranquille. Nous avons continué, dès lors, à tenir la bride. Cela n'a pas été une fort bonne chose pour la vérité, bien entendu, mais ça a été excellent pour le bonheur. Il est impossible d'avoir quelque chose pour rien. Le bonheur, il faut le payer. Vous le payez, monsieur Watson. Vous le payez parce qu'il se trouve que vous vous intéressez trop à la beauté. Moi, je m'intéressais trop à la vérité. J'ai payé, moi aussi. Mais vous n'êtes pas allé dans une île, vous, dit le sauvage, rompant un long silence. L'administrateur sourit. C'est comme cela que j'ai payé, en choisissant de servir le bonheur, celui des autres, pas le mien. Il est heureux, ajouta-t-il après un silence, qu'il y ait tant d'îles au monde. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elles. Nous vous mettrions tous dans la chambre asphyxiante, je suppose. À propos, monsieur Watson, un climat tropical vous plairait-il? Les Marquises, par exemple, ou Samoa, ou bien quelque chose de plus vivifiant. Helmholtz se leva de son siège pneumatique. J'aimerais un climat foncièrement mauvais, répondit-il. Il me semble qu'on pourrait mieux écrire si le climat était mauvais, s'il y avait du vent et des tempêtes en masse, par exemple. L'administrateur marqua son approbation d'un signe de tête. Votre courage me plaît, monsieur Watson. Il me plaît énormément, autant que je le désapprouve officiellement. Il sourit. Que penseriez-vous des îles Falkland? Oui, je crois qu'elles feraient l'affaire, répondit Helmholtz. Et maintenant, si vous le permettez, je vais aller voir ce que devient ce pauvre Bernard.